Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Alors, une deuxième vidéo pour poursuivre le chapitre que nous avons commencé sur la guerre froide. Un petit rappel du contexte pour vous rafraîchir la mémoire. Nous sommes en 1945. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée en deux temps. Le 8 mai 1945, l'Allemagne a signé sa capitulation. Le 2 septembre 1945, le Japon a signé à son tour la capitulation. La guerre est finie. La population descend dans la rue, la joie est énorme, 6 ans de guerre viennent de se terminer. La joie fait rapidement place à un traumatisme profond. Le bilan humain est catastrophique, 60 millions de morts, le bilan matériel est catastrophique, et puis il y a le traumatisme lié à la violence de masse, les bombardements atomiques par exemple en sont les témoins, et puis évidemment le traumatisme de l'ouverture des camps, et puis le génocide que les nazis ont perpétué contre les juifs, qui apparaît aux yeux de tout le monde, et donc là évidemment le choc est assez profond. Les vainqueurs décident de faire en sorte que la guerre n'existe plus, qu'on ne revive plus jamais un tel degré de sauvagerie, et donc ils décident de mettre en place l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est créée à la conférence de San Francisco le 26 juin 1945, et ces missions à l'ONU vont être de défendre les droits de l'homme, de garantir le développement des peuples, de garantir l'égalité entre les peuples, de faire appliquer correctement les traités, et puis l'objectif principal, maintenir la paix. Ce maintien de la paix ne va pas durer très longtemps parce que rapidement, parmi les vainqueurs, deux vont s'opposer, d'un côté les États-Unis, de l'autre l'URSS. Et donc c'est la deuxième partie du chapitre, vous avez le titre sur l'écran, une pause pour l'écrire dans votre cahier. Le titre du grand 2 prend la suite du titre du grand 1, donc si je lis, créé dans un espoir de paix, l'ONU, grand 2, ne parvient pas à empêcher une opposition mondiale entre les États-Unis et l'URSS. Cette opposition, elle ne démarre pas dès 1945, vous avez un document au tableau et la date vous est donnée, cette opposition débute en 1947. La date est repère brevet, il faudra absolument la retenir. Ce sont les États-Unis qui déclarent les hostilités en premier. Ce sont les États-Unis qui déclarent les hostilités par la voix de leur président de l'époque, Harry Truman. Harry Truman est devenu président des États-Unis le 12 avril 1945, après la mort de son prédécesseur, le président Franklin Roosevelt. Et donc Truman prend la parole devant le Congrès. Le Congrès, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale et du Sénat en France. Et donc le Congrès écoute Truman décrire sa vision du monde. Pour Truman, le monde est divisé en deux modes de vie opposés. Le premier mode de vie, il le décrit dans les trois lignes suivantes. C'est un mode de vie qui repose sur les libertés, sur des institutions libres, sur un gouvernement élu au cours d'élections libres et un gouvernement qui ne terrorise pas sa population. Ce mode de vie, vous avez compris, c'est le mode de vie des États-Unis. Et puis de l'autre, Truman parle d'un mode de vie, c'est la suite, c'est ici, qui est basé, pour sa part, sur la terreur et l'oppression, sur des élections truquées et sur la suppression des libertés personnelles. Ce mode de vie basé sur la terreur et l'oppression, et on aurait pu ajouter la propagande, c'est le régime totalitaire soviétique. Et donc en fait, Truman fait un jugement sur le monde. Pour lui, d'un côté, il y a le bon camp, le camp américain, basé sur la démocratie et les libertés, et le mauvais camp, le camp soviétique, basé sur la propagande, la terreur et un régime totalitaire. Et donc les États-Unis proposent d'aider quiconque luttera contre les régimes totalitaires. Cette aide est notamment une aide économique, c'est la fin de son discours. Cette aide économique, c'est ce qu'on appelle le plan Marshall, et avec le plan Marshall, Truman propose d'aider financièrement les pays à se reconstruire, à remettre en place des institutions démocratiques et à lutter contre les régimes totalitaires. En fait, Truman ne déclare pas la guerre à l'URSS. Il tacle l'URSS. Il attaque l'URSS par les mots, en expliquant que finalement les soviétiques sont mauvais et qu'il faudra un jour ou l'autre se débarrasser de leur système basé sur la terreur et la propagande. Les hostilités sont lancées. Les soviétiques, évidemment, répondent. Quelques mois plus tard, le deuxième document, vous l'avez sur l'écran, les soviétiques prennent la parole à leur tour. Le discours est signé par Andreï Zhdanov, qui à l'époque est secrétaire du Parti communiste soviétique. Staline dirige toujours l'URSS à l'époque. Staline est arrivé au pouvoir en 1924. Il disparaît, il meurt en 53, donc en 47, il est toujours au pouvoir. C'est pas Staline qui parle, mais évidemment, Zhdanov prend ses ordres chez Staline, donc c'est au nom de Staline qu'il s'exprime. Zhdanov, comme Staline, n'ont pas apprécié l'attaque que les Américains ont lancée contre eux, et donc ils répondent. Pour les Soviétiques, le monde, effectivement, est coupé en deux. D'une part, ce qu'ils appellent le camp impérialiste et antidémocratique.
En fait, l'impérialisme, c'est la domination du monde. Pour les soviétiques, ce camp qui cherche à dominer le monde, qui cherche à abattre la démocratie, ce sont les États-Unis. Et puis, de l'autre, le deuxième camp, c'est un camp anti-impérialiste et démocratique, c'est l'URSS. En fait, Jdanov fait le même constat que Truman, le monde est coupé en deux. D'un côté, il y a le bon camp, c'est le camp soviétique, qui lutte contre les personnes qui veulent dominer le monde. Et de l'autre, il y a le camp américain qui va devoir disparaître. En fait, Jdanov répond à l'attaque de Truman. Ça n'est pas une déclaration de guerre, mais il y a un tacle. Si je résume, pour Truman, le monde est coupé en deux. Il y a le bon modèle, l'Amérique, et le mauvais modèle à détruire, l'URSS. Et pour l'URSS, le monde est coupé en deux. Il y a d'un côté le bon modèle, l'URSS, et de l'autre, les États-Unis impérialistes qu'il faudra éliminer. Les deux camps proposent d'éliminer leur adversaire. Les Américains veulent éliminer les régimes totalitaires comme l'URSS. L'URSS veut éliminer ce qu'ils estiment être de l'impérialisme américain. Le monde va devoir choisir son camp. Le monde n'aura pas le choix. À l'époque, même si quelques pays sont neutres, les pays en blanc, les pays vont devoir choisir entre appartenir au camp américain ou au camp soviétique, entre soutenir les États-Unis et soutenir l'URSS. Les pays qui sont en bleu sur la carte vont rentrer dans le camp américain, ceux qui sont en rouge et rose vont rentrer dans le camp soviétique. Vous avez en bleu foncé les États-Unis, qui sont ici, et l'Alaska. Ne soyez pas surpris par la disposition de la carte, c'est une vue polaire, le monde est vu du pôle Nord, les continents n'ont pas la même forme que le planisphère que vous avez l'habitude de voir, mais l'objectif, c'est de montrer que les États-Unis sont très près de l'URSS, avec ici le détroit de Bering entre l'Alaska et l'est de la Russie. Donc en bleu foncé les États-Unis. Vous avez ensuite en bleu un peu moins foncé l'alliance militaire des États-Unis. Cette alliance militaire s'appelle l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce sont des pays qui s'engagent à aider militairement les États-Unis en cas d'attaque. Et si un des pays est attaqué, évidemment, les États-Unis viendront l'aider. Les pays membres de l'OTAN, ce sont des pays comme le Canada, l'Islande, la Norvège, le Royaume-Uni, la France, l'Italie ou le Portugal. Vont également rentrer dans le camp américain les colonies européennes. Vous les avez en bleu très clair sur la carte, c'est l'Afrique en grande partie, Madagascar, l'Inde par exemple, l'Indonésie. Ce sont des pays qui à l'époque appartiennent à la France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas par exemple, et donc évidemment la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas étant dans le camp américain, leurs colonies sont dans le camp américain. Et puis vous avez les alliés des États-Unis qui sont avec cette couleur-là, ce bleu-là, c'est l'Amérique pratiquement tout entière, l'Afrique du Sud, l'Océanie. De l'autre, vous avez le bloc soviétique. L'URSS est en rouge, est également en rouge cette partie-là de l'Europe qui appartient à ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie, c'est l'alliance militaire des soviétiques. C'est le pendant de l'OTAN. Les pays membres du pacte de Varsovie s'engagent à aider militairement tout membre du pacte de Varsovie qui serait attaqué. Vous avez ensuite en rose foncé les alliés de l'URSS qui n'appartiennent pas au pacte de Varsovie. Ce sont des pays comme la Corée du Nord qui est ici, le Vietnam, Cuba. Et puis vous avez les autres pays communistes du monde, la Chine par exemple qui fait sa révolution à la fin des années 40, et la Yougoslavie. Pour simplifier la carte, le monde s'est coupé en deux. D'un côté les pays qui soutiennent les États-Unis, en bleu, et de l'autre les pays qui soutiennent l'URSS, en rouge et rose. Ce monde est coupé en deux pôles. Le monde devient bipolaire. Bi, deux, polaire, pôle. Le monde est coupé en deux pôles de puissance. C'est la guerre froide. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de guerre froide? La guerre est froide parce que ni les États-Unis ni l'URSS ne vont se battre directement. La Seconde Guerre mondiale était une guerre chaude parce que les deux camps s'affrontaient militairement, directement. Là, c'est pas le cas. Les États-Unis ne déclareront jamais la guerre à l'URSS. L'URSS ne déclarera jamais la guerre aux États-Unis. Les deux pays se critiquent, ils s'attaquent, ils s'insultent. Mais il n'y a pas de guerre directe. C'est pour ça qu'on parle de guerre froide. Les deux pays vont quand même s'affronter. Comme ils ne s'affrontent pas directement, ils vont choisir des champs de bataille annexes. En fait, à chaque fois qu'il y a une zone rose proche d'une zone bleue, il y a un conflit, direct ou indirect. Les deux grands vont s'opposer en Corée, par exemple, parce que la Corée du Sud a choisi le camp américain, la Corée du Nord le camp soviétique. Les deux camps vont s'affronter au Vietnam. Le Vietnam, c'est un pays qui appartenait auparavant à la France.
Une fois libéré de la France, le Sud va choisir les États-Unis, le Nord va choisir l'URSS. Les deux pays vont s'affronter aussi à Cuba. Cuba est dans le camp des Russes, alors que tout le reste de l'Amérique est dans le camp des Américains. Les Américains vont voir d'un très mauvais œil cet ennemi à leur porte. On reviendra plus tard sur la crise de Cuba. Et puis, les États-Unis et l'URSS vont s'affronter en Europe, puisque vous remarquez que l'Europe est coupée en deux. L'Europe de l'Ouest libérée par les Américains dans le camp américain, l'Europe de l'Est libérée par les Soviétiques dans le camp de l'URSS. Donc, retenez trois choses. 1. La guerre froide commence en 47. 2. Elle est froide parce qu'aucun des deux pays qui s'affrontent, États-Unis, URSS, ne se déclarera la guerre. Et 3. Le monde se coupe en deux. Le camp américain face au camp russe. Le monde devient bipolaire. Donc en fait, voilà, si on résume, votre trace écrite, évidemment, vous pouvez mettre pause pour avoir le temps de l'écrire correctement. Je commence par une date. N'oubliez pas le G majuscule à guerre froide. La guerre froide débute en 1947. Vous avez évidemment la possibilité de mettre un petit peu de couleur là-dessus, de le souligner. Cette date-là est repère brevet. Et elle oppose, vous l'avez compris, les États-Unis d'un côté à l'URSS. Retenez bien que les deux pays ne s'affrontent pas directement. Aucun des deux ne se déclare la guerre. Et donc c'est pour cela qu'on parle de guerre froide. On parle de guerre froide parce qu'il n'y a pas d'affrontement direct entre États-Unis et URSS. C'est en fait une guerre des mots. C'est une guerre de la pensée. C'est ce qu'on appelle une guerre idéologique. Les deux pays ont une idée du monde qui est différente. Les Américains estiment que le meilleur modèle pour le monde, c'est le leur, et qu'il faut éliminer le modèle soviétique. Les Soviétiques estiment que le meilleur modèle pour le monde, c'est le leur, et qu'il faut éliminer le modèle américain. Retenez que le monde va devoir choisir son camp. Oh bien, on va y arriver. Voilà. Soit le camp américain, soit le camp soviétique. Et donc, par définition, le monde se coupe à l'époque en deux camps. On parle aussi de pôles, en deux pôles. Le monde devient, à ce moment-là, bipolaire. Retenez bien que États-Unis et URSS mettent en place chacun une alliance militaire. Du côté américain, l'alliance militaire, c'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et du côté soviétique, cette alliance militaire, c'est ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. Et donc, pour finir, les deux pays s'affrontent de manière indirecte lors de crises, Cuba par exemple, ou alors Berlin, on reviendra par la suite du cours sur la crise de Cuba et la crise de Berlin, ou lors de guerres qui sont des guerres annexes, par exemple la guerre de Corée ou la guerre du Vietnam. Pour simplifier, à nouveau, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde, et si ça ne l'est pas, rappelez-vous que vous avez moyen de m'écrire sur l'adresse mail qui a été créée pour vous. Il faudra retenir trois choses. 1. La date. La guerre froide débute en 47. 2. Elle oppose Américains et URSS, en sachant qu'aucun des deux ne fait la guerre directement à l'autre. C'est pour cette raison qu'on parle, vous l'avez bien écrit j'espère, de guerre froide. Cette guerre va diviser le monde en deux pôles, le pôle américain, le pôle soviétique. On parlera à ce moment-là de monde bipolaire. Dans une prochaine vidéo, j'évoquerai avec vous la crise de Berlin et la crise de Cuba. L'objectif, c'est que vous reteniez un exemple de l'opposition entre les deux grands à l'époque. Je vous remets à l'écran l'adresse mail qui a été créée pour vous en cas de question, et puis vous pouvez toujours utiliser l'onglet communication de Pronote. La suite arrive bientôt. À bientôt.